Salut à tous, c'est Bismart, rediffusion de l'été, l'un des phénomènes de l'année, le Bitcoin. Alors, la question n'est pas de savoir s'il vaudra 20, 40, 100 000 dollars, etc. Non, la question c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi le sous-jacent, je vais dire, philosophique ou idéologique de ce Bitcoin. On va voir ça avec l'un des tout premiers qui a démarré le Bitcoin en France. Et puis ensuite, tiens, tenez, par exemple, réflexion avec Denis Père, le formidable Denis Père, sur le monde d'après. C'est parti, c'est Bismart. Et on démarre donc avec le Bitcoin. Pierre Noisa est avec nous. Bonjour Pierre Noisa. Bonjour Stéphane. Alors, entrepreneur de la première heure du Bitcoin, Pierre. On peut dire ça, puisque c'est en 2011 que nous avons démarré Paymium et on était parmi les toutes premières plateformes à proposer d'acheter et de vendre du Bitcoin sur un site internet à l'époque. Donc vous êtes multimillionnaire, Pierre. Alors, je ne parle pas de mes finances personnelles, mais vous savez vous savez que c'est un placement qui a connu un succès exceptionnel. C'est un peu comme si vous aviez acheté des actions Google. Si vous en avez acheté en 2011 sur ma plateforme, c'est un peu comme si vous en aviez acheté des actions Amazon ou Google à leur introduction. Pas plus que ça. Si, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des gens dont je peux dire que j'ai changé leur vie parce qu'ils ont investi dans Bitcoin. Oui, mais ils ont investi. Mais alors, c'est toujours le problème avec ces trucs-là. Parce que là, je veux discuter de l'entrepreneur, puis après, on va peut-être s'écharper un peu sur le projet. Mais c'est toujours le problème, c'est quand vendre. Quand ça monte à cette vitesse-là. C'est-à-dire, vous avez passé... Alors, il se trouve que c'était votre associé à l'époque, il ne l'est plus aujourd'hui, mais j'ai peut-être été le premier à faire une interview de Paymium. Tout à fait. Vous avez été le pionnier dans le domaine des médias, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Ah ouais, non, puis moi, aux États-Unis et en France, vous étiez le seul, je crois, vraiment à inviter un entrepreneur à l'époque. J'avais des gars qui me racontaient un truc, j'y comprenais rien, mais ça, on en reparlera après, parce que j'ai toujours pas compris cette partie-là. Mais en revanche, effectivement... mais le sujet, c'est, vous avez géré ça au fil de l'eau Non, parce que moi, ça m'intéresse quand même de savoir si l'entrepreneur, il a réalisé une partie de ses actifs. Alors, Paymium, la société Paymium a acheté des bitcoins en 2012, pour vous donner un exemple. Et effectivement, on n'a surtout pas vendu, évidemment, plus de bitcoins que ce dont on avait besoin pour financer l'entreprise. Et aujourd'hui, ça continue à nous financer, évidemment. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est un atout qu'on a eu, enfin, aussi une certaine clairvoyance, on va dire, pour acheter des bitcoins à l'époque. Mais Pierre, vous imaginiez, 2011, vous imaginiez 50 000 $ le bitcoin? Non, honnêtement, j'avais écrit en 2011-2012, Bitcoin, ça va valoir un jour 600 €. J'ai dû écrire un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, je me disais, non, j'exagère un peu, mais je vais me lâcher, je vais écrire ça. et bon, effectivement, je l'ai écrit cet article en 2011. Et pour la petite histoire, j'ai dû mettre 6 mois à le publier parce que personne n'en voulait de l'article en question. Et ça a finalement atterri sur la newsletter d'une école que j'ai fréquentée, mais avec beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que même en parler à l'époque, c'était tellement, je dirais, un peu extraterrestre comme invention, comme nouvelle technologie, que les gens soit n'y croyaient pas, soit ça les sortait vraiment de leur zone de confort. Donc finalement, on n'en parlait pas. Mais c'est le mot. Par quelques bouts qu'on prenne ce sujet, et on va aller après sur la monnaie, ça sort de la zone de confort. Et moi, il y a un truc qui me bluffe, le truc le plus dingue, ce qu'on ne peut pas retirer à la technologie Bitcoin finalement, c'est que ça tourne encore. Exactement. Et depuis 10 ans, avec un taux de disponibilité, comme on dit en informatique, de proche de 100%. Donc, c'est un programme qui a été écrit quelle année? On sait quelle année il a été écrit? Eh bien, écoutez, il a commencé à tourner en janvier 2009, donc il a été écrit forcément en 2008. Donc c'est vrai que... et c'était les premières versions. Ça n'a fait que s'améliorer depuis, évidemment. Mais, et tout ce qui était écrit à l'époque se réalise, c'est-à-dire... Ah oui. Il n'y a pas eu de faille technologique de sécurité, il n'y a pas eu de faille de gouvernance, puisqu'on a réussi à mettre à jour le logiciel au fil de l'eau pour l'améliorer, et il s'améliore chaque année. Ça explique aussi sa progression, bien entendu. Il n'y a pas que la spéculation, comme on l'entend parfois. Donc c'est vrai que c'est, du point de vue de l'ingénieur que je suis, c'est une réussite exceptionnelle. Je ne sais pas s'il y a un équivalent, en fait. Je réfléchissais pour cette interview, je ne sais pas s'il y a un équivalent. Je ne pense pas, parce que... C'est le programme Apollo, enfin c'est des trucs comme ça. Non mais vraiment, c'est cette dimension-là dans le génie humain pour concevoir le truc. Je pense qu'on peut le dire, du point de vue de l'ingénieur en tout cas. Oui, voilà. Après, ça touche aussi, comme vous le dites, à quelque chose de fondamental, parce que c'est la monnaie, et les gens ont un rapport à la monnaie qui est proche de celui qu'ils ont avec la religion. Non mais ça, on va en parler après. Restons sur l'entrepreneur. Par rapport aux autres cryptos, Bitcoin, enfin,
est-ce que ça a une place particulière, un protocole particulier? Oui, tout à fait. Parce que bon, les autres cryptos, si vous voulez, moi je les ai vus arriver forcément, puisqu'en 2011, il n'y avait que Bitcoin. Alors on a vu arriver Litecoin, par exemple, qui est un pur clone de Bitcoin, qui s'est positionné, si vous voulez. Alors, le problème des altcoins, c'est qu'il y a des fausses promesses derrière. Alors par exemple, Litecoin, dont je peux parler, sa promesse dit Bitcoin c'est l'or et nous on va être l'argent. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, sauf ce qui veut vraiment rien dire. Parce qu'on ne peut pas transposer l'aspect étalon monétaire de Bitcoin dans les monnaies métalliques. Il y a des analogies, bien entendu, parce que Bitcoin est aussi conçu comme un étalon monétaire. Il y a même des gens qui ont écrit des livres sur Bitcoin monétaire. Donc on peut dire que c'est un étalon monétaire, mais non, ça n'a pas les le dire, mais vous pouvez essayer de le dire. Voilà, c'est un étalon monétaire en devenir. Et c'est vrai qu'il y a des analogies fortes avec la monnaie métallique, l'or, mais comme toute analogie, ça... D'ailleurs, là, j'ai vu, c'est 1 kilo d'or, d'ailleurs, un Bitcoin. Là. Il y a eu un moment là où ça s'est équilibré sur quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. C'est le lingot d'or, oui, je crois qu'il y a des seuils psychologiques comme ça. J'ai vu que... Alors, Coinbase, c'est l'équivalent de Premium aux États-Unis Alors, c'est l'équivalent de Premium aux États-Unis, mais avec les financements américains. C'est-à-dire que contrairement à nous qui avons levé, si vous voulez, de l'ordre de 1 million, 3 millions si j'additionne tout ce qu'on a levé en capital ou en crédit, Coinbase a dû lever 800 millions. Mais voilà. Pierre, donc c'est la même chose, vous n'avez pas besoin, mais avec un financement américain. Vous avez les bitcoins, vous n'avez pas besoin. Vous avez raison, d'une certaine manière, on n'en a pas besoin. Et Bitcoin que vous avez acheté 10 centimes. Aujourd'hui, on a de la trésorerie, on n'a pas besoin de se financer pour la trésorerie. Par contre, ça donne des moyens quand on lève 800 millions. Si on me donne 800 millions, croyez-moi, je saurais les utiliser pour mouvoir Premium. Mais, je connais une entrepreneuse qui a des actions Apple à 7 $. Voilà, c'est quelqu'un de clairvoyant. Quelqu'un de clairvoyant. Vous achetez un bateau environ, une action. Il y a de quoi faire avec. Bon, mais est-ce que vous gardez... Alors Coinbase, pourquoi j'en parlais? Parce que j'ai vu qu'il préparait une entrée en bourse avec une valorisation à 25 milliards $. Oui, ça ne me surprend pas. Mais Premium aujourd'hui, c'est une... Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous êtes précurseur, vous gardez des barrières à l'entrée, vous gardez des coûts d'avance, vous gardez... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, vous pesez sur le trafic du Bitcoin aujourd'hui? Non, pas à l'échelle mondiale, il faut être honnête, non. En France, on représente un acteur significatif pour tous ceux qui préfèrent trader sur une plateforme. 170 000 comptes, hein, vous rebondissez. On est plutôt à 220 000 maintenant. Ah, mais il faut mettre à jour les sites internet, les mecs. C'était peut-être à l'époque de la dernière. Non, j'ai été voir ce week-end. Hein, D'accord. On est en général assez prudent dans nos chiffres et on communique assez peu dessus. Mais aujourd'hui, on est plutôt à 220 000 comptes. Et c'est vrai que ça progresse chaque année. Et la techno progresse, notre plateforme est de plus en plus performante aussi. Donc, on peut dire qu'on ne pèse pas peut-être sur le marché mondial, mais en France, on est le seul acteur place de marché en tant que tel. Il y a beaucoup de brokers qui utilisent des plateformes étrangères. Ouais. On est la seule infrastructure de marché, je dirais, basée en France et made in France. Donc ça compte, je pense. Et c'est vrai que c'est un peu notre spécificité. Ce qui fait que nous, qu'on est un peu unique, parce qu'on est aussi dans un environnement réglementaire en France qui est particulier. Comme vous savez, les Français ne sont pas les plus légers avec la régulation sur les services financiers. Il y a des places financières comme Londres et Luxembourg. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que... il y a tout un protocole on est très surveillé. De papiers à faire signer. On est très surveillé. Il y a encore des banques françaises, si vous voulez, qui déconseillent à leurs clients, en leur écrivant, de pas investir dans Bitcoin. Mais ça, elles ont raison, ça, Pierre. Mais on va en parler. Oui, c'est un conseil avisé, si vous voulez. Elles ont raison. Ça veut dire qu'il y a encore des banques françaises raisonnables, vous me rassurez. Elles devraient dire aux gens, n'investissez pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Ouais. Ceux qui ont fait la démarche de comprendre ce que c'est, d'étudier ce que c'est et qui, dès lors, décident d'en acheter, devraient pouvoir disposer librement de leur épargne disponible. Bon, alors allons-y. Le vrai sujet, quand même. Parce que ça fait... j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Alors, j'ai été vous lire. Je vais vous lire, quand même. Hein. Bon. L'idéologie du mondialisme vassalise les acteurs économiques non financiers qui, parce qu'ils n'obtiennent pas de prêts dans les mêmes proportions que les financiers, ne reçoivent qu'une petite fraction de la création monétaire totale. Oui. Alors ça, c'est une critique de ce qu'on appelle la monnaie dette. C'est-à-dire l'euro, le dollar, qui sont ce qu'on appelle la monnaie dette. C'est-à-dire qu'elle est créée, elle est émise par le crédit. Donc, tout à fait. Voilà. Donc, c'est un crédit qui permet la création de richesse. C'est ça, exactement. Donc le crédit, c'est quoi? C'est gager un peu l'énergie future produite par l'emprunteur qui va rembourser. Donc on est sur une sorte de capture de l'énergie future. Avec les monnaies valeurs comme l'or... Mais vous n'êtes pas sur une capture.
Vous lui donnez son potentiel. Non, il doit le rembourser. Non, il y a... Mais évidemment qu'il doit le rembourser. Voilà, donc c'est pas un don. C'est pas un don, en aucune manière. Il y a de dons. Justement, il y a une attribution... Vous lui permettez... Voilà, on lui donne de la liquidité. D'exprimer ce potentiel. Alors, bien entendu, je ne remets pas en question le principe de la monnaie dette. Ce que je remets en question, c'est le monopole de la monnaie dette, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème que ça pose, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que d'utiliser cette monnaie euro ou dollar, et qu'effectivement, elle est distribuée de manière très, on va dire, discrétionnaire et arbitraire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire distribuée de manière discrétionnaire et arbitraire? C'est tout le problème, c'est qu'on laisse aux banquiers, si vous voulez, le soin de décider quels sont les bons projets et quels sont les projets qui ne doivent pas être financés. Or, je ne pense pas que ce soit aux banquiers, en l'occurrence, de décider. Je pense que c'est l'intérêt général, ce n'est pas eux qui en détiennent les clés. Alors, justement, qui va porter le risque dans l'économie? S'il n'y a plus de monopole, s'il n'y a plus de monopole, si vous voulez, il n'y a plus cette espèce de dictature du pouvoir bancaire qui décide arbitrairement de quel projet est financé et quel autre ne l'est pas. Mais comment ça? Donc c'est la pluralité monétaire. C'est le pluralisme monétaire qui va permettre de sortir... Pierre, je ne comprends pas. Stop, je ne comprends pas. À un moment, on a monté cette chaîne. Oui. Voilà. À un moment, il y a quelqu'un, un organisme qui nous a prêté de l'argent. Tout à fait. Et des millions pour monter cette chaîne. Et vous auriez pu faire autrement, Stéphane. Mais vous auriez pu faire en une Bitcoin... émission. Non, vous auriez pu émettre une monnaie qui soit représentative de votre communauté, que votre communauté utilise, à laquelle vous donnez une utilité à travers des usages que vous créez, de nouveaux usages, autour de Bismart, etc. Ça s'appelle de plein de façons en marketing, et vous avez votre propre monnaie. C'est le principe des émissions monétaires qui ont eu lieu en 2018. Il y a eu une grande vague de tout ça en 2018. C'était très embryonnaire, expérimental, maladroit. Je pense qu'il faut rationaliser ça, mais il n'y a aucune raison, si vous voulez, que vous ne puissiez pas financer un projet comme Bismart par l'émission d'une monnaie. La seule raison, c'est qu'on vous l'interdit, qu'il y a un monopole monétaire qui vous contraint très fortement. Mais ça ne me contraint pas, c'est hyper simple. Alors, ça me donne la possibilité de le faire. Mais c'est simple pour un boulanger qui s'installe, c'est simple pour quelqu'un qui veut acheter un appartement. Après, c'est juste un rapport rendement-risque. Vous n'allez pas... Bitcoin ne peut pas annuler le risque. Non, je suis d'accord avec vous. Vous avez raison, dans le grand principe, ça marche. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire que ça ne marche jamais, la monnaie crédit. Il y a simplement des dysfonctionnements qui sont liés au monopole. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire qu'il faut arrêter d'utiliser l'euro. Au contraire, je pense que l'euro et Bitcoin doivent coexister. Je dis simplement, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le monopole. On doit revenir à un pluralisme monétaire pour avoir d'ailleurs une vraie démocratie, parce qu'entre nous, qui décide quel parti politique est financé, ce sont des banquiers. Je ne vois pas pourquoi. Non. Si, c'est ça la réalité. Il y a des partis politiques qui doivent aller sur qui ne sont pas financés de manière équitable. Non, mais Pierre, c'est anecdotique. C'est un exemple. Oui, mais anecdotique. Pas vraiment anecdotique. Non, moi, ça je veux savoir. À l'élection moi, je veux savoir. Décideur. Mais déjà, vous apportez une réponse. C'est-à-dire que Bitcoin n'est pas contre les autres monnaies. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est... Dans certains écrits, ça l'est quand même. Oui, pour certaines On est d'accord. Il faut mettre à bas les banques centrales. Alors, c'est pas, encore une fois, c'est leur monopole. C'est pas les banques centrales en tant que telles. C'est le fait qu'elles... Non, mais si vous mettez à bas les banques centrales, vous détruisez les monnaies qu'elles portent. On est d'accord. Exactement. Donc, pour moi, c'est pas du tout le propos. Je pense que les banques centrales ont une légitimité à exister. Le réseau euro, pour moi, c'est une crypto-monnaie, l'euro. Hein. C'est comme les autres, je dirais. C'est ce qu'on appelle un stablecoin dans notre jargon, c'est-à-dire une monnaie qui est conçue pour assurer une inflation limitée, donc avec très peu de volatilité. Ouais. Ça, c'est le smart contract, si vous voulez, de l'euro. Hein. C'est le mandat, hein, finalement, de la BCE, d'ailleurs. C'est écrit. Tout à fait. Donc, elle a une utilité. Les stablecoins ont une utilité, tout à fait. C'est légitime, c'est utile. Mais Bitcoin a une autre utilité, qui est celle de service d'étalon monétaire. Donc, effectivement, en ce moment, par exemple, de révéler la dilution de l'euro avec la création monétaire massive qui a lieu, qui explique la montée du Bitcoin, ce que moi j'explique comme la baisse de la valeur de l'euro, puisque je vois Bitcoin comme un étalon monétaire. Mais appuyé sur quoi ? Sur un réseau qui est un réseau mondial. C'est comme la même question. Je lis effectivement l'euro, le dollar et tout, cette monnaie qui ne repose sur rien. 200 ans d'histoire, 2000 ans d'histoire monétaire, lever des impôts, la force d'un État, la force publique, les patrimoines publics. En France, 2000, 3000, 5000 milliards de patrimoine public. Aux États-Unis, je ne veux même pas chiffrer ça. Bon, ben voilà, c'est du sous-jacent, comme on dit. C'est du collatéral. Voilà. Alors, Bitcoin repose sur quoi ? Alors, Bitcoin, c'est clairement un réseau.
C'est d'abord un réseau, donc un réseau informatique, c'est des machines, c'est du logiciel, c'est des gens. C'est exactement comme Facebook, si vous voulez. On peut avoir exactement la même question sur Facebook. Facebook, ça repose sur quoi l'action Facebook ou l'action Google? Il y a certes des revenus publicitaires, mais le sous-jacent, le collatéral, si les revenus publicitaires sont affectés, on revient à quoi? On revient à du logiciel, des machines, des gens. Oui, et ça, c'est exactement pareil. Le cours de bourse est corrélé au revenu, quand même. Alors, oui, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, on est d'accord. Vous me dites collatéral, c'est-à-dire pour moi, c'est la valeur de réserve. Un peu pourquoi ça ne peut pas tomber à zéro, en gros? C'est ça un peu la question, puisque souvent, les gens disent oui, mais sa valeur peut tomber à zéro. Moi, je vous dis que non, parce que d'abord, il n'y a pas d'exemple qu'un réseau qui se développe sur Internet, un réseau peer-to-peer disparaisse. On ne parle pas, Pierre, on ne parle pas ensemble de la valorisation de Bitcoin. Ça, pour le coup, voilà. Et vous avez eu l'honnêteté de le reconnaître. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est qui va porter le risque? Qui, à un moment, le crédit, encore une fois, c'est le vecteur de la création de richesse. Voilà, on va le dire comme ça. C'est un vecteur. C'est un vecteur. Qui porte le risque pour Bitcoin? Les gars vont se comporter comme des banquiers. Comment voudriez-vous qu'ils se comportent autrement? Oui, tout à fait. Le risque, c'est vous qui le portez. Vous êtes votre propre banquier avec Bitcoin. En fait, c'est même la seule promesse de Bitcoin, c'est vous dire, vous pouvez être votre propre banque. Vous pouvez aussi faire appel à Premium. Mais pour ça, il faut que je les ai, ces bitcoins, pour être mon... Bien sûr, il faut les échanger, il faut les gagner, il faut vous faire payer en bitcoin par votre employeur, il faut vendre quelque chose contre des bitcoins, il faut peut-être acheter des bitcoins avec des euros, pourquoi pas. Ça c'est ce qu'on permet sur Premium. Mais donc c'est pire que l'héritage. C'est-à-dire, non, c'est comme l'or. L'argent va à l'argent. C'est ce que je vous disais, c'est comme l'or. Vous pouvez avoir de l'or investissement, vous pouvez avoir un lingot, vous pouvez avoir Mais comment je pars de rien à ce moment-là avec bitcoin? À partir de rien, je pense que personne ne part de rien. Enfin, si, avec le crédit. Alors, si, avec les banques. Avec le crédit. Alors, si on prend l'exemple des États-Unis où on prête de l'argent aux étudiants pour financer leurs études, certes, quand ils sortent de leurs études, ils peuvent emprunter, mais ils se sont endettés même avant pour avoir leur diplôme. Donc, partir de rien, aux États-Unis, on a des gens maintenant qui partent avec une dette dans la vie professionnelle. Donc, c'est vous dire que c'est pas Bitcoin qui change ça. Ça, je suis d'accord. Et je vous ai dit, l'euro, enfin pour moi, l'euro en tout cas doit continuer à jouer ce rôle, comme vous avez souligné, de financer des projets qui ne peuvent pas être financés autrement finalement. Et par contre, tout ce qui peut être financé autrement que par la dette, à mon avis, pourrait l'être par l'émission de nouvelles monnaies, ou par ce qu'on appelle Friends and Family, c'est-à-dire le financement par des entreprises non financières. Love money, on dit aussi. C'est ça. Bien love money. La différence entre un prêt de votre entourage et un prêt bancaire, c'est qu'il n'y a pas de création monétaire dans le cas d'un prêt de votre entourage. Tout à fait d'accord. Donc moi, j'encourage les gens à prêter, à trouver donc des financements dans leur entourage dans une première étape, et éventuellement dans une deuxième étape, se donner le choix d'emprunter ou d'émettre une nouvelle monnaie. C'est juste ça que je préconise. Pierre, et là, je suis ravi de cet entretien parce que quand je vous ai lu, il y avait des trucs quand même qui étaient un peu limites, quoi. C'est-à-dire, quand vous écrivez l'indice des prix de l'INSEE biaisé pour nourrir la propagande des banques. Enfin, c'est quand même, c'est un siècle d'histoire de la statistique, l'INSEE. Alors, l'INSEE, je connais un petit peu, parce que j'ai pas mal d'anciens... Non, je comprends, c'est l'histoire de l'immobilier que vous allez mettre dedans. Mais... Non, c'est l'inflation. Si vous voulez, à partir du moment où on dit, le charter de la BCE, c'est de faire un stablecoin donc qui maintient l'inflation dans tel pourcentage. Ouais, la question devient comment je calcule l'inflation. Vous êtes d'accord? Ah, mais tout à fait. Non, bien sûr. Ce calcul-là n'a rien de transparent et relève de l'arbitraire total. C'est-à-dire que si vous intégrez... Oui, mais justement, sur le logement, je veux vous dire... Vous savez, non, mais on ne va pas partir là-dessus. Je voulais juste rendre hommage à un siècle d'études statistiques en France qui font de l'INSEE sans doute l'outil le plus performant du monde. Des très bons statisticiens. Et pas un instant, ils accepteraient de vendre pour une poignée de lentilles aux banquiers un once de leur science statistique. Voilà. Je suis d'accord avec vous sur la qualité de leur science. Par contre, qu'ils soient sous influence de leur donneur d'ordre, et en l'occurrence c'est le gouvernement qui est l'État qui demande des statistiques et qui est dépendant des banques elles-mêmes. Donc c'est le problème du monopole, si vous voulez, Stéphane. S'il n'y avait pas de monopole, il n'y aurait aucun soupçon sur l'INSEE, parce que du coup on aurait une saine concurrence et de la transparence. Et tout ce qui est microcrédit, crowdfunding, enfin tout ce qui est inventé en ce moment. Ça c'est des prêts non bancaires. Typiquement tout ce qui est microcrédit, si vous voulez, c'est du prêt sans création monétaire. Au contraire, on en fait tout le temps. Si vous voulez, et donc et il n'y a pas besoin du Bitcoin pour ça, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que si vous voulez collecter à l'échelle mondiale, si vous avez un projet local, vous voulez faire appel à des investisseurs dans le monde entier, parce que votre projet local a une vraie portée
quelqu'un social ou autre, eh bien, avec Bitcoin, vous allez pouvoir recevoir des contributions de gens qui sont à l'autre bout du monde. Si vous voulez mettre ça en place avec des euros... Mais il y a des tas d'organismes de microcrédit et vous aurez qui le permettent aujourd'hui. Vous savez, j'aurais dû noter les noms, mais il y en a qui sont fantastiques, qui vous font financer des projets partout dans le monde. 10%, qui prennent 10% des fonds levés, et avec des délais, des contraintes réglementaires très fortes, qui font en fait, ce genre de projet ne peut avoir lieu que dans des pays développés. Je peux financer du crowdfunding en Inde, je peux financer quelqu'un au Gabon, n'importe où, avec du Bitcoin. Je ne peux pas le faire autrement. Donc vous changez la donne, en fait. C'est là où Bitcoin est un game changer, parce qu'il va changer la donne pour un tas de gens qui ne sont pas vous et moi. Je le précise. Alors, on est au bout de cet entretien. J'en suis désolé. Vous reviendrez, c'est passionnant. Pour ça, il faut quand même qu'à un moment, ça se stabilise un peu, non? Alors, l'aspect volatilité... Non, mais rapidement, réponse rapide. D'abord, ça va arriver, parce que l'adoption augmente chaque année, donc forcément, ça va introduire une forme d'inertie et de stabilisation. Cependant, vous pouvez utiliser le réseau Bitcoin dans toutes ses qualités qu'on vient d'évoquer, et changer au deux bouts de la transaction en stablecoin, si vous voulez, en euros ou dans la monnaie locale. C'est dans l'instant de raison que vous faites la transaction. Pourquoi? Parce que Bitcoin est liquide. Le plus important pour Bitcoin, c'est qu'il soit liquide. Qu'il soit volatile, c'est un épiphénomène que d'ailleurs nous ne maîtrisons pas. Mais par contre, qu'il soit liquide, ça permet, dans l'instant de raison, de convertir avec un stablecoin à chaque bout de la transaction. Donc à ce moment-là, on utilise le réseau Bitcoin. Donc là, c'est 1000 milliards à peu près, la capi du... À peu près, oui, tout à fait. Ça veut dire... Personne ne peut en prendre le contrôle. Parce que j'ai vu la communauté Bitcoin se féliciter de ce qu'avait fait Elon Musk. Mais moi, je pensais que c'était une catastrophe pour vous, finalement. Un seul avec un tweet fasse bouger le cours de monnaie comme ça. Oui, ça, c'est le côté... Mais ça, c'est vrai de l'action. Vous pouvez faire ça sur une action à 1000 milliards. Oui, mais encore une fois, comparez pas avec une action. Il n'y a pas que Bitcoin. Votre enjeu, c'est une monnaie. Oui, tout à fait. Mais c'est une personne ne peut faire ça avec une monnaie. Mais on peut faire ça avec l'or, si on veut, si vous voulez. George Soros a fait ça sur la livre sterling. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est vrai. Non, c'est fini, ça. Mais ça, c'est peut-être parce que Bitcoin n'a pas atteint, justement, son prix. On est encore dans la phase de découverte du prix. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas un gars multimilliardaire qui pourra en prendre le contrôle. D'ailleurs, Elon Musk a eu une influence, certes, mais très temporaire. Et en plus, il influence des gens qui sont plutôt, à ce moment-là, peu avertis. Ceux qui sont depuis plus longtemps sur le sujet ne vont pas se laisser impressionner par ce que peut dire quelqu'un comme Elon Musk. Merci Pierre, c'était très intéressant. Merci à vous, Stéphane. Pierre Loizat, donc cofondateur de Paymium, dont on ne saura pas s'il est multimillionnaire, mais je l'espère pour lui. On continue, les amis. Donc Denis Père, qui écrit un bouquin qui s'appelle Le contrat mondial. Vous me parlerez... Un peu compliqué le contrat, Denis. Je dois essayer de vous le faire en plus simple. Oui, mais je ne doute pas que vous me le ferez en plus simple. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quoi? C'est les 30-40 dernières pages. Et avant, c'est, encore le dire d'un mot, c'est-à-dire Denis Père, le premier entrepreneur français qui a été se faire coter au Nasdaq et qui dit... On a complètement raté la mondialisation. Notre mondialisation est un échec, un semi-esclavage généralisé et une ruine. Oui, je parle de semi-esclavage, pas forcément généralisé, mais oui, c'est vrai. Ah si, vrai. Je crois que tu le dis. Si je l'ai noté, si je l'ai noté, c'est que tu le dis. J'utilise le terme de semi-esclavage, pas forcément généralisé. Non, mais ça doit être globalement autour de la Chine, voilà. C'est ça, entre autres. Et un appauvrissement, notamment de l'industrie, de l'ensemble des pays développés. Absolument. Absolument. Ce constat, je l'ai fait au fil des ans, mais il m'est apparu évident en 2016. En fait, le choc, ça a été 2016. Ça a été l'élection de Trump, le Brexit, où on a vu cette révolte des classes populaires dans ces pays qui est totalement corrélée, effectivement, aux délocalisations. Ça a même été prouvé par un certain nombre de scientifiques, j'en parle dans le livre. Un économiste du MIT qui s'appelle David Autor, qui a montré que les counties, les circonscriptions américaines qui avaient le plus voté pour Trump étaient celles qui avaient été le plus touchées par les délocalisations vers la Chine. Donc il y a vraiment une corrélation très très directe. Et puis c'est mon expérience aussi de développeur de solutions de stockage d'énergie qui m'a ouvert les yeux. Où effectivement, moi je connaissais la mondialisation heureuse. Moi j'ai passé 30 ans à développer des sociétés. Business Object, c'est la mondialisation heureuse. Ah, mais c'est la mondialisation heureuse, bien sûr, et qui a là aussi... C'est un jeune entrepreneur français qui se retrouve... Mais il y a eu cette mondialisation heureuse dans des pays qui ont des règles similaires. Les pays développés ont tous la même histoire. Ils ont 150 ans d'histoire industrielle, donc à peu près 150 ans d'histoire sociale et 50 ans d'histoire environnementale. Donc ils ont les mêmes règles, ils ont les mêmes normes. Et puis vous avez les pays émergents, les pays en développement,
Occident, qui, eux, ont démarré leur industrialisation il y a très peu de temps, il y a 20, 30 ou 40 ans. Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils aient des normes sociales aussi riches, aussi sophistiquées, aussi élaborées, et donc les coûts qui vont avec. Parce que quand on a des normes élevées, on a des coûts élevés. Il y a une corrélation directe aussi entre le taux horaire de main-d'œuvre et, par exemple, le niveau de dépenses sociales, ce que je montre dans le livre. Par exemple, la Chine, aujourd'hui, on est à des taux horaires de l'ordre de 5 € de l'heure, quand en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, on est à 30. Et le niveau de dépenses sociales dans le PIB en Chine, d'après l'OCDE, c'est une estimation, mais c'est de l'ordre de 8%. Le niveau de dépenses sociales en Europe de l'Ouest, c'est 26%. Aux États-Unis, c'est 30%. La France, c'est le record du monde, c'est 31,5%. Donc, on a une corrélation très directe entre des normes sociales qui sont très ambitieuses, des coûts qui sont élevés, parce que qui dit normes sociales dit protection sociale, dit retraite, etc. Donc, des coûts qui sont élevés. Et dans les pays émergents, c'est normal, ils démarrent leur industrialisation, et donc, ils ont des normes sociales qui sont beaucoup plus réduites, et donc des coûts plus faibles. Et donc, pourquoi c'est un problème ? Parce que quand vous organisez une Coupe du Monde de foot entre des pays qui ont des règles extrêmement strictes et des pays qui ont des règles qui n'ont pas de règles, ou très peu, et que... Ceux qui n'ont pas de règles gagnent la Coupe du Monde de foot. Exactement. Mais Denis, exactement. Le péril jaune... Oui. C'est un texte, alors je voulais te l'amener, je ne te l'ai pas amené, qui date de 1905. Oui. En 1905, déjà, tu as le Denis Père de l'époque qui écrit « L'ouvrier à 1 sou tuera l'ouvrier à 1 franc ». Mais moi, je crois que le sujet n'est pas là. Le sujet, si tu dis corrélé aux délocalisations, c'est que rien n'est venu le remplacer, en fait. C'est qu'on a nous-mêmes arrêté d'innover, finalement, pour continuer cette course au progrès. On n'a pas arrêté d'innover. On n'a pas arrêté d'innover, Stéphane. Simplement, c'est très compliqué. Moi, je le vis tous les jours. Un exemple très concret. Moi, je développe des solutions de stockage d'énergie à base de pompage-turbinage. Donc, c'est des gros chantiers de génie civil. On crée des bassins d'eau, on pose des conduites forcées, etc. Donc, nous, on a des employés qui sont aux normes sociales occidentales. On doit respecter aussi les normes environnementales. On doit, par exemple, détourner une conduite forcée en Martinique pour pas impacter des orioles, qui est une espèce protégée quand ils viennent nidifier. Et c'est très bien. J'ai le nom de la nature dans le nom de ma société. Nature and People First. En face de moi, j'ai des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, c'est une concurrence qui est totalement déloyale. Je suis un ancien membre de l'autorité de la concurrence. J'ai été habitué à évaluer des situations de concurrence. Ça s'appelle de la concurrence totalement déloyale. Pourquoi ? Parce que... Et tu dis quoi ? Il y a eu une fracture quand ? Tu dis 2016, mais il y a eu une fracture quand ? Non, la fracture, alors, je la raconte dans le livre parce que c'est très intéressant, effectivement, et c'est historique. La fracture, elle date en fait du choc d'excellence japonais des années 80. Moi, j'étais jeune employé dans une boîte de semi-conducteurs aux États-Unis à cette époque, et j'ai vu les Japonais arriver avec des technologies, avec des mémoires qui coûtaient pas cher. Et ça venait de quoi ? Ça tenait à quoi ? Ça tenait à des méthodes managériales exceptionnelles qui avaient été enseignées d'ailleurs par des consultants américains au lendemain de la guerre. C'était les cercles de qualité, c'était le Kanban, le just-in-time, etc. Denis. Je termine. Non, restons sur... Tu t'en souviens de Jacques Calvet ? Pardon pour ceux qui n'ont pas 50 ans. Jacques Calvet, il disait exactement ce que tu dis là. Il nous faut des barrières, l'automobile japonaise va nous submerger. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a la révolution automobile allemande. C'est bien l'innovation qui te fait sortir de ça, pas des barrières. Oui, mais bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je termine sur l'exemple japonais. Parce qu'effectivement, les Allemands ont choisi cette voie-là. Et c'est remarquable. Mais c'est pas ce qu'ont fait les Américains. Qu'ont fait les Américains à ce moment-là ? Ils ont essayé de mettre en œuvre effectivement les méthodes japonaises. Et puis, ils y sont pas suffisamment arrivés. Et donc, à un moment donné, les Américains, on les connaît bien. Moi, je les connais bien. Je les fréquente depuis très longtemps. Ils aiment bien les solutions rapides et faciles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, on va arrêter d'essayer de se battre, d'essayer de devenir japonais. Le choc, ça a été quand Toyota a ouvert des usines aux États-Unis et a réussi à sortir des voitures beaucoup moins chères avec des ouvriers américains, avec le contexte législatif et fiscal américain. Ils sortaient des voitures qui étaient beaucoup moins chères. Donc les Américains ont dit non, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Parce qu'effectivement, la bonne réponse, c'était de lutter sur l'excellence. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, on va aller chercher, pour baisser les coûts, on va aller chercher de la main-d'œuvre pas chère au Mexique. Et ils ont fait le NAFTA. Donc là, les multinationales américaines... Voilà, c'est ta grande théorie, c'est les multinationales américaines ont embrouillé les responsables politiques en leur disant on n'a pas le choix, il faut qu'on délocalise. Stéphane, c'est documenté, c'est historique, c'est de l'histoire aujourd'hui, j'en parle dans le livre, tout est archi-documenté. Ah oui, mais c'est passionnant, c'est une histoire absolument passionnante. Et donc, les multinationales américaines, effectivement, ont monté un groupe qui s'appelle USA NAFTA, avec des captains dans chaque État. Donc, dans le Massachusetts, il y avait GE parce que c'était leur État, etc. Et ils sont allés convaincre, effectivement, les politiques que la solution, le futur de l'industrie, c'était d'aller chercher de la main-d'œuvre pas chère au Mexique. Et ça a été compliqué, les syndicats, évidemment, se sont battus. Les syndicats américains, ils avaient un peu de mal parce qu'ils n'étaient pas très crédibles, il y avait eu des problèmes de corruption,
répression, et puis ils n'avaient pas les mêmes moyens, ils étaient face à un rouleau compresseur, effectivement, du lobbying des multinationales américaines, qui ont convaincu d'abord les républicains, c'était George Bush père, ça a été repris par Clinton, qui s'est laissé convaincre que c'était une très bonne idée. Il semble que Clinton, en fait, ce qu'il voulait, c'était freiner l'immigration. Il se disait, les Mexicains vont se développer, ils vont avoir des salaires plus élevés, donc on aura moins d'immigration. C'était ça le rationnel. Et c'était pas idiot, sauf que c'est pas du tout... c'est un sujet dont on va parler, mais sauf que c'est... Alors, malheureusement, pas du tout ce qui s'est passé, parce que les salaires au Mexique sont restés extrêmement bas, pour des questions souvent de corruption, de syndicats, etc. Donc, les salaires sont restés extrêmement bas, les normes sociales se sont pas développées, il y a eu des délocalisations massives qui ont vidé le Middle West, qui était la Rust Belt, qui était le berceau de l'industrie américaine, et il y a eu derrière la rébellion des classes populaires aux États-Unis. C'est documenté aujourd'hui par des profs du MIT. Mais le sujet, c'était ça. bien ça quand même. Donc, le sujet, ça restait la fameuse phrase d'Henry Ford, il faut que chacun de mes ouvriers puisse se payer une Ford. Exactement. L'idée, c'était bien quand même que l'ensemble de ces populations des pays émergents, sous-développés, allaient justement dans un développement commun, commencer à acheter nos produits. Sauf que Stéphane, c'est pas ce qui s'est passé. Les salaires restent durablement bas, surtout dans des pays où soit effectivement il y a de la corruption comme au Mexique, soit vous avez un régime autoritaire qui ne laisse pas les normes sociales se développer. Ce qui se passe en Chine. En Chine, on ne peut pas rejoindre un syndicat indépendant. Oui. Donc les ouvriers, ils acceptent les conditions qui ne sont pas terribles. Ils ont des salaires qui ne sont pas toujours payés et les recours sont misérables. Ils doivent commencer par payer 2 mois de salaire pour aller au prud'homme et ça n'aboutit que dans 30% des cas, etc., etc. Il y a de très nombreuses histoires dans le livre, tout ça est archi-documenté. Et donc, effectivement, le pari, c'était que ces pays allaient émerger, allaient petit à petit rattraper notre niveau de développement, mais ça ne se fait pas immédiatement. Il a fallu 150 ans pour arriver au stade où on en est. Je dois dire, et avec en plus des régimes autoritaires. La réflexion libérale de comptoir qui peut être la mienne, c'était l'idée, à partir du moment où il y a davantage d'enrichissement, forcément, à un moment, il y a une aspiration démocratique, et forcément, à un moment, ces gens-là nous rejoignent. Sauf que, force est de constater que pas du tout. Alors voilà, mais ça peut être le cas. En même temps, ça peut être le cas, mais les grandes villes chinoises aujourd'hui ont le niveau de vie des grandes villes européennes. Voilà. On ne sent pas, mis à part à Hong Kong, on ne sent pas de printemps chinois. Exactement. Et il faudra du temps. Mais même nous, il a fallu du temps. Moi, je suis lyonnais d'origine. En 1830, quand les Canuts révoltaient, on leur tirait dessus. Quoi. Je veux dire, nous aussi, on a connu ça. Raconte, parce que c'est ma passion du moment. Et tu dis, il y a un révélateur autour de Huawei. Autour des semi-conducteurs. Parce qu'en plus, ça permet de remonter à Alcatel. Le choc chez nous, c'est 2000, c'est Turuk, c'est Fabless, etc. Et tout. Et là, on lâche en plus des pans de souveraineté. Mais complètement, parce qu'il y a un enjeu social dont on a parlé. Il y a eu des pertes d'emploi des classes populaires. Il y a des régions entières qui se sont vidées, effectivement. La France périphérique, les États-Unis périphériques, l'Angleterre périphérique et la révolte des classes populaires qui s'est exprimée dans les urnes sous les formes qu'on a vues. Et il y a bien sûr aussi des enjeux de souveraineté majeurs. Huawei, c'est un excellent exemple où on était... Moi, j'ai eu comme client tous les grands des télécoms. J'ai eu Alcatel, j'ai eu Siemens, j'ai eu Northern Telecom, j'ai eu Lucent aux États-Unis à travers Business Object dans les années 90. Il n'y en a plus que 2 aujourd'hui. Il n'y a plus que les 2 scandinaves. Il n'y a plus que Ericsson et Nokia qui survivent, qui perdent des parts de marché très rapidement parce qu'ils sont face à une compétition de Huawei qui est extrêmement dure, qui repose sur ce que j'appelle le triple dumping. Alors, le premier type de dumping, il est connu, c'est les subventions. Huawei conteste qu'ils en ont eu, mais il y a un débat qui n'est pas clair là-dessus. Et puis ensuite, il y a le dumping social et environnemental dont bénéficie Huawei. Ouais. Et donc, ils ont plus le marché chinois qui est fermé, très compliqué d'aller en Chine, parce qu'ils ont évidemment à leur disposition cet immense marché, mais très compliqué pour un compétiteur européen de s'installer, ou américain, parce qu'il faut faire des transferts de technologie forcés, parce que quand on a une copie de sa propriété intellectuelle, on est quasiment retoqué systématiquement dans les tribunaux chinois. Donc, Denis, marché fermé, tu rends hommage à Trump. Je rends hommage à Trump. Tu rends hommage à Trump. Mais je rends totalement le hommage. Gars qui tape du poing sur la table. Ouais, alors Trump est quelqu'un d'invraisemblable dans ses comportements, qui ne respecte pas les femmes, mais Trump a été le premier leader occidental à dire ça suffit, on ne peut plus accepter une relation déséquilibrée, on ne peut plus accepter un partenaire chinois qui ne respecte pas les engagements qu'il a pris quand il est entré dans l'OMC, d'ouvrir son marché, de ne pas imposer ses transferts de technologie, etc. Il parlait même de vol de technologie. Et puis, il a commencé à travailler sur les normes sociales, c'est assez intéressant. Il a amené un triplement des salaires dans l'automobile mexicaine, ça on ne le sait pas forcément. Il a fait rajouter dans tous les accords de libre-échange américains un addendum. Il y avait déjà une petite annexe qu'avait mis Clinton pour essayer de calmer les syndicats, mais il n'y avait aucun engagement, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, les pays faisaient ce qu'ils voulaient. Là, il a rajouté une annexe avec des engagements très précis de respect des 4 piliers de l'OIT, interdiction du travail des enfants, interdiction du travail forcé, liberté syndicale, etc., avec des sanctions financières à la clé. Ce qu'on essaye de faire, nous, dans notre accord d'investissement avec les Chinois, le tout dernier. Timidement, mais très timidement, on est très loin de ce que je propose. Mais parce que, quand même, alors, c'est ça qui est difficile dans l'histoire. Et après,
va aller sur ton contrat, hein, je te rassure. Mais c'est ça qui est difficile dans l'histoire, c'est que nous, en fait, vu de France ou vu des États-Unis, cette relation, elle est effectivement complètement déséquilibrée et on a l'impression d'avoir tout perdu. C'est pas la vie qu'en ont les Allemands. Et les Allemands, ils ont vendu des centaines de milliards d'euros de machines-outils pour équiper l'ensemble de cette industrie chinoise. Absolument. Et ils ont partagé avec les Chinois l'ensemble des fruits c'est vrai, Stéphane. de cette mondialisation. Alors, on va y revenir aussi. Nous, on souffre de deux choses quand même chez nous. Nous, on souffre de cette mondialisation déséquilibrée et sans éthique, mais on souffre aussi de la gestion de notre pays. On souffre quelque part de cette sous-administration du commerce mondial, mais on souffre aussi de la suradministration du commerce. Tu vois, j'ai peur que cette mondialisation, tu en fasses un bouc émissaire. Non, je n'en fais pas un bouc émissaire. Stéphane, quand je me suis lancé en politique avec nos citoyens, je l'ai fait pour justement éviter les boucs émissaires. C'est pour ça que j'étais surpris. Mais le problème, il est le même en Angleterre, il est le même aux États-Unis, où ils n'ont pas ces problèmes-là. La dépense publique est correctement gérée. Et pourtant, ils ont aussi des classes populaires qui se rebellent et qui sont prêts à mettre un Boris Johnson, à voter le Brexit et à mettre un Donald Trump. Et ils ont failli le réélire il n'y a pas longtemps, avec 74 millions d'électeurs. Moi, je vais te dire en face, les Pays-Bas, ils ont une industrie qui reste une industrie solide. Alors, la Suisse a une industrie qui reste une industrie solide. On va en parler, donc Stéphane. c'est bien des modèles. On va en parler, Stéphane. On va en parler. L'Allemagne, les pays germanophones et scandinaves ont pour l'instant réussi à préserver un niveau d'industrie qui est correct. Mais les Allemands sont en train de se réveiller actuellement. Le réveil allemand, ça a été l'acquisition de KUKA AG il y a 2 ans. Par KUKA AG, c'est une entreprise qui fait des robots avec des mains articulées, magnifiques. Expert de la robotique industrielle. Expert de la robotique industrielle, qui était là une vedette qu'allait visiter Angela Merkel dans tous les salons. Et tout d'un coup, acquisition de KUKA AG par un acteur chinois. Donc là, ils ont compris qu'effectivement, leur marché traditionnel de la machine-outil, mais aussi de l'automobile, est en train d'être touché de plein fouet par la Chine. Ils ont vu les experts du véhicule électrique allemand de BMW, 2 ingénieurs allemands, aller créer leur start-up, leur Tesla, elle ne s'appelle pas comme ça, mais aller le créer en Chine. Donc, ils ont vu que tout d'un coup, effectivement, ils allaient être face à une concurrence qui était extrêmement sérieuse. Ils sont en train de voir arriver des véhicules électriques chinois qui sont 30 à 40% moins chers. Pourquoi ils sont 30 à 40% moins chers? Pour une seule raison. Parce que l'ouvrier chinois, il est payé 5 € de l'heure, quand l'ouvrier allemand, il est payé 30 € de l'heure. Quand il y a 50% de main-d'œuvre dans la fabrication d'une automobile, ce qui est encore le cas aujourd'hui, bien que ce soit extrêmement robotisé grâce à KUKA, eh bien, il y a tout de suite un avantage concurrentiel de 30 à 40% en faveur du fabricant chinois. Et ça ne peut plus continuer. Parce que les conséquences, outre les conséquences sociales, les conséquences stratégiques sont colossales. On n'a pas fini sur Huawei. Je termine rapidement. Vas-y, parce que les panneaux photovoltaïques m'intéressent beaucoup. Mais bien sûr aussi, sur Huawei, qu'est-ce qui se passe? On a une situation où effectivement Huawei devient dominant et on voit le gouvernement américain, on a vu quand même quelque chose d'invraisemblable qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire économique récente, le gouvernement américain se dire comment est-ce que je peux faire pour que ces entreprises européennes, Nokia, Ericsson, soient plus compétitives par rapport à leurs concurrents chinois? Les Américains se posent les bonnes questions, se sont posés les bonnes questions. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de quoi? Ils n'ont pas juste peur de l'espionnage, parce qu'ils espionnent, tout le monde s'espionne évidemment. Ils ont peur que toutes ces antennes télécoms qui sont au cœur des réseaux 5G, donc du pilotage des voitures autonomes, donc du pilotage d'un certain nombre d'opérations chirurgicales, que du jour au lendemain, par une backdoor, on puisse dire, vous n'êtes pas d'accord avec la politique de la Chine à Taïwan, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il y a eu des vols sur Taïwan tous les jours là, de la Chine. Vous n'êtes pas d'accord avec la politique de la Chine sur Taïwan, on bloque votre réseau de voitures autonomes, on bloque vos opérations chirurgicales. C'est possible ça, mais bien sûr, Denis? c'est possible. C'est pas un fantasme. C'est pas du tout un fantasme. Parlez à n'importe quel ingénieur télécom. Ah ben je vous écoute, pour le coup, vous savez de quoi vous parlez. Fantasme. Donc il y a des vraies questions. Et d'ailleurs, là, les télécoms, on est dans l'hyper-stratégie. Oui, on est dans l'hyper-stratégie. Et je pense que là, la solution... Et ce que disent les Américains, d'ailleurs, ils disent, nous, on veut plus. C'est aussi un très très bon symbole, parce qu'en face... Alors, Stéphane Richard, il va le dire doucement, mais en face, je crois que Patrick Drahi le dit moins doucement, justement, c'est... Non mais attendez, vous voulez quoi? C'est aussi la modernisation du pays, c'est aussi la 5G accélérée en France dont la France a besoin. Donc à un moment, si vous ne travaillez pas avec Huawei, vous prenez du retard. Nokia, Ericsson ont tous les deux des offres qui sont construites avec ils sont moins bien, quoi. Ils sont moins bien parce que c'est vachement dur de concurrencer les Chinois quand ils ont... Parce que c'est vrai aussi dans la R&D. Accepter un peu de dégradation. Non, parce que moi je pense qu'il n'y aura pas de dégradation le jour où la concurrence sera level playing field. Mais en attendant, il faut accepter peut-être de dégrader un tout petit peu, nous, l'ensemble de nos produits. Il faut accepter de pour rétablir cet équilibre. Il ne faut pas forcément dégrader, parce que la concurrence, en l'occurrence, elle s'exerce aussi sur la R&D. Ce que dit très bien Turuk, que je cite dans mon bouquin, il disait, moi, quand je recrute un ingénieur allemand ou un ingénieur français, je recrute 3 ingénieurs en Chine.
Chine pour le même prix. Et c'est toujours le cas. Donc la R&D de Huawei, elle est boostée aussi par cet avantage concurrentiel du très faible coût de la main-d'œuvre qui est lié à la faiblesse également des normes sociales chinoises. Donc ça va très très loin. La fabrication de batteries, on n'aura pas le temps, les panneaux. Les batteries, très vite. Un concentré des travers de la mondialisation actuelle. Bien sûr. Ça commence au Congo, en RDC, avec des gamins qui travaillent dans les mines pour 25 centimes d'euros de l'heure, sans gants, sans masque, sans casque, des mines qui s'effondrent, on ne va pas les chercher. Les adultes, c'est pareil. Ensuite, ça continue en Chine. 80% du cobalt est raffiné en Chine, avec des normes sociales qui sont un peu meilleures, mais pas bien meilleures. Donc, sur toute la ligne, effectivement, on a un process qui est pas du tout conforme à nos normes. Mais on est au cœur de nos contradictions parce qu'il faudrait... Ces fameuses terres rares, en fait, elles ne le sont pas. Il suffirait qu'on rouvre nous-mêmes quelques mines. Tu dis que les Américains y réfléchissent. Absolument. Alors, le cobalt n'est pas une terre rare, mais c'est pas très grave. C'est un matériau rare. Il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres. Voilà. Non, mais sur les terres rares, c'est un vrai sujet. Il y a 17 composants qui ne sont pas si rares d'ailleurs. Simplement, pour les extraire, il faut de la croûte terrestre, il faut effectivement manipuler énormément de terre. Donc, c'est très polluant. Donc, les Américains avaient 50% du marché des terres rares dans les années 80. Aujourd'hui, les Chinois ont 90% et tiennent la dragée haute à tous les Occidentaux. Il faut ouvrir les mines. Donc, mais on ne peut pas ouvrir des mines avec des différentiels de normes pareils. On ne peut pas. Les mines américaines qui fonctionnent aujourd'hui sont subventionnées par le DoD, par le département de la défense américain. Subvention dans l'Est, puisque c'est une question de souveraineté. Alors, c'est ce que voulait faire Montebourg. Moi, je veux pas subventionner, parce que subventionner, c'est Big Brother qui décide qui sont les champions. Moi, je veux recréer un environnement concurrentiel, que les meilleurs gagnent. Et je dis simplement, effectivement, et c'est le contrat mondial, je dis simplement sur les industries stratégiques, ça concerne effectivement aussi les mines et les matériaux rares, je dis sur les industries stratégiques qui sont au cœur des infrastructures essentielles. Donc tout ce qui est télécom, médical, énergie, automobile, transport en général, je dis là, il faut un environnement concurrentiel, il faut arrêter la concurrence déloyale. Donc on ne peut plus continuer à utiliser le coût de main-d'œuvre comme un différentiel dans la concurrence. Et donc comment ça veut dire alors, quand on a 5 euros de main-d'œuvre en Chine pour fabriquer une voiture électrique, et quand on a 30 euros en Occident, eh bien, le véhicule chinois, il va rentrer en recalculant le coût de la main-d'œuvre et en le ramenant à 30 euros, tout simplement. Level playing field, que le meilleur gagne. Et ça, uniquement. Et alors, après, ce que je dis, c'est la compensation, parce que je parle de compensation plutôt que de taxe, je dis cette compensation sociale. Oui, parce que c'est pas une taxe. de parler de taxe. Tout ton combat anti-fiscal, là, c'est je suis pas anti-fiscal, je déchiré. Il faut que l'État. Non, mais c'est parce qu'il y a une différence fondamentale. Une taxe, c'est pour lever des moyens pour un État, pour mener une politique. Là, en l'occurrence, c'est une compensation qui vise juste à rétablir la concurrence, une concurrence loyale. Donc, cette compensation, effectivement, elle doit être réaffectée, selon moi, à 50% vers le pays d'origine pour l'aider à converger. Pour les pays pauvres, 100% versé à des ONG, parce que c'est compliqué quand on verse à des États, et dans nos pays, pour aider les zones... Ça s'appelle la TVA sociale. Ça s'appelle la TVA sociale et ça s'appelle la taxe carbone aux frontières. Oui, si on prend les normes, la taxe carbone aux frontières, effectivement, c'est une très bonne idée. Ou la TVA sociale, on peut l'appeler comme ça si on veut aussi. Mais ça doit s'appliquer à une vaste zone de libre-échange. Ça ne peut pas être une réponse nationale, même pas, je pense, une réponse européenne. De toute façon, tu n'y arrives pas. Tous ceux qui ont essayé n'y arrivent pas. Voilà, mais il faut une réponse à l'échelle des pays développés qui ont des environnements, des normes sociales et environnementales qui sont similaires et qui veulent organiser un vaste marché où la concurrence s'exerce, où l'excellence s'exprime, où Nokia se bat contre Ericsson, mais avec les mêmes règles, avec les mêmes armes et pas de façon déséquilibrée comme c'est le cas aujourd'hui avec des compétiteurs. Bon alors, je le dis d'un mot pour ceux qui auront envie de... Mais ce que tu résumes, et alors merci d'ailleurs, effectivement, de manière très très simple, c'est beaucoup plus élaboré que ça, oui, beaucoup plus détaillé, voilà. C'est un vrai job, il y en a pour 30 pages. Mais alors, juste, il nous reste 2 minutes, ça veut dire, finalement, le déclic sur tout ça, qui est évidemment passionnant, c'est peut-être la crise démocratique que traversent aujourd'hui nos sociétés développées qui va à un moment faire que... Parce qu'il faudrait que les dirigeants arrivent à se rassembler là-dessus, ils n'y arrivent pas. Moi, je pense qu'ils vont y arriver, Stéphane, ils vont être obligés. Regarde ce qui se passe, par exemple, avec la Chine. Trump essaye de se battre tout seul. Dit, c'est inadmissible, il faut arrêter, ils nous piquent nos technologies, ils n'ont pas les mêmes normes, etc. Il arrive à pas grand-chose. Biden arrive. Biden dit, en fait, Trump, là-dessus, il avait raison. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est tout comme. Mais enfin, c'est tout comme. Il l'accepte. Et il dit, maintenant, moi, je veux une alliance des démocraties sur ce sujet-là. Il faut qu'on se rassemble. Nous, les démocraties qui avons les mêmes valeurs, on doit se rassembler autour de ces idées. Alors, il ne va pas aussi loin que ce que je propose pour l'instant. C'est dommage, mais il va peut-être y venir. Pour l'instant, il demande juste à la Chine de respecter ses engagements pris quand ils ont rejoint l'OMC. Et il veut simplement rassembler les démocraties autour de ça. Je pense que l'étape d'après, c'est le contrat mondial. C'est de dire, maintenant, on va aussi parler de normes sociales et environnementales. Mais alors, tu as des passages passionnants sur Ricardo, alors on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est très très intéressant. Il aurait fallu que j'invite Jean-Marc Daniel pour en parler avec toi. Voilà, le fan absolu de Ricardo. Mais on est d'accord, c'est le libre-échange.
Le libre-échange... qui est au cœur de la paix mondiale, qui est au cœur du développement des hommes. Stéphane, le libre-échange, je suis un fan absolu du libre-échange. Bon, voilà. Je suis un fan absolu du libre-échange quand les règles du jeu sont les mêmes pour tous. Quand on organise une Coupe du Monde de foot avec des règles différentes pour chacun des joueurs, là, je suis plus d'accord. Et par contre, je suis d'accord pour continuer à commercer avec ces pays. Il le faut pour la stabilité du monde, pour la paix du monde, pour le développement des pays émergents. Bien sûr qu'il faut continuer à les aider. Bien sûr qu'il faut continuer à commercer avec eux. On en a besoin. On a besoin aussi pour la prospérité de nos industries. Donc c'est ce que je propose dans le contrat mondial. Voilà, c'est écrit en toutes lettres, le monde développé ne peut pas se contenter de se barricader. Absolument. Voilà. Absolument. Merci de l'avoir noté. On repart les amis, et on repart donc avec Arthur Ollier. L'orthographe à tout capital, j'ai titré ça, Arthur. Parce que vous racontez, c'est un vrai truc ou c'est pas vrai? Vous racontez réunion commerciale? Ah oui. Ah oui. Si, alors, vrai. allez-y. Alors, ma précédente société que j'ai montée, qui était une solution de prospection, j'étais en rendez-vous avec un client et une dizaine de personnes, et on se demandait pourquoi un des commerciaux avait des performances beaucoup moins bonnes que ses collaborateurs. Et en regardant les emails qu'il a envoyés, on se rendait compte qu'ils étaient truffés de fautes d'orthographe. Donc là, on était un peu gênés, on a fini par comprendre, et c'est ce jour-là que ça m'a fait tilt et que je me suis dit, les fautes d'orthographe sont au cœur de la performance des entreprises. Et c'est pour ça que j'ai monté Merciap. L'orthographe aujourd'hui, là, dans notre monde du 21e siècle, tout ça, Elon Musk, machin, l'orthographe est au cœur de la performance des entreprises. Ouais. Le mot qui revient de la bouche de tous nos clients, c'est la perte de crédibilité. Et quand on perd en crédibilité à tous les niveaux, que ce soit les commerciaux qui font moins de chiffre d'affaires, le support client qui a une performance en termes de satisfaction, NPS, etc., qui est moins bonne, les RH qui arrivent à moins capitaliser sur des nouveaux talents, les managers, les dirigeants d'entreprise qui doivent lever des fonds, trouver des prêts, convaincre en interne. Quand on fait des fautes... Les managers, Mais ça arrive de faire des fautes. 78%... En anglais s'ils lèvent des fonds de toute façon. Non, il y a beaucoup de fonds. Il y a beaucoup de fonds en France, c'est faux. Et 78% des actifs estiment faire des fautes d'orthographe régulièrement. Ouais. Et ça a un impact direct sur leur crédibilité. Et donc ça veut dire que les 22% qui pensent qu'ils en font pas, c'est qu'ils... Ils en font encore plus que les autres, mais ils ne le voient pas. C'est qu'ils n'ont pas encore mis Word, c'est qu'ils ne travaillent pas sous Word. Alors, on va y aller. Donc, vous avez fait, donc, merci. Alors, vous êtes, comme on dit, serial entrepreneur, Arthur. C'est-à-dire... J'ai monté plusieurs sociétés, oui. Combien? Oui, 2 en tout. Là, c'est la 3e. Là, c'est la 3e. Enfin, vous n'êtes pas vieux, en plus. Enfin, je sais pas... C'est la 30aine. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Ben, c'est quelque chose qui est en moi depuis le début. J'ai fait mes études en école de commerce. En école de commerce, à la 3e année, j'ai monté ma première boîte. Je l'ai revendue à la 5e année. J'ai adoré ça et je ne me voyais pas faire autrement. C'est dans mes gènes, dans mon ADN. Mais quand vous faites... ça m'a bien fait marrer d'ailleurs, Datananas. C'est des noms qu'on ferait plus, ça, j'ai l'impression, aujourd'hui. Il y avait une époque où les startups étaient un peu plus rigolotes, quand même. Oui, c'était un peu plus folklore. C'était 2014. Ouais, voilà. On se prenait moins la tête sur les anglicismes dans les noms, l'international. Voilà, et donc, alors logiciel de prospection B2B, ça m'intéresse énormément, moi. Enfin, j'ai un slogan, moi, c'est « Vive les vendeurs ». Mais elle marche bien, cette entreprise. Très bien. Mais alors, pourquoi est-ce que vous la revendez pour faire autre chose ? Parce qu'il y a un moment, ça vous ennuie, en fait. Il y a un moment, la gestion... Non, mais c'était tout un cheminement. On a connu une société qui s'appelle Serbacane qui a décidé de racheter Datananas. On a eu un coup de foot professionnel avec Mathieu Ternus, qui est le PDG de Serbacane. Et en fait, nos activités étant très complémentaires, ils ont décidé de racheter Datananas. On a fait une super transition. Et Mathieu est d'ailleurs au board de Merciap. Donc, tout se continue au fur et à mesure et on garde des liens très forts. Et ça confirme ce que, enfin, maintenant, j'ai une certaine expérience des entrepreneurs. À quelques exceptions près, oui, d'accord, on en trouve toujours, mais à quelques exceptions près, un entrepreneur qui rentre dans un grand groupe, une fois, comme vous dites, la transition faite, il ne peut pas rester. Quand c'est dans notre ADN, je pense que c'est très compliqué de rester. Ouais. On a toujours une idée qui traîne, on a toujours envie de repartir au charbon de l'entrepreneuriat et ça a été mon cas, oui. Et alors encore un truc comme ça, ne vous inquiétez pas, on va parler de Merciap, mais une idée qui traîne. Est-ce que c'est Augustin Paluel-Marmont, le fondateur de Michel et Augustin, qui me racontait qu'il se baladait avec un petit carnet et qui notait tous les problèmes de la vie quotidienne?
Et que derrière, il disait il y a une entreprise. Oui, j'en suis pas là, mais c'est vrai qu'au quotidien, nos cerveaux sont en ébullition permanente. Et en fait, on a cette chance, c'est de se dire qu'on arrive maintenant à faire passer d'une idée à une vraie entreprise. Quand on l'a fait une fois ou deux fois, en fait, c'est tellement beaucoup plus simple, on a tellement appris que quand on a une nouvelle idée, on ne peut pas s'empêcher de se dire mais en fait, en 6 mois, je pourrais déjà faire ça, quoi. Et donc, on repart au charbon. Alors, pas trop, parce qu'on ne peut pas en monter 15 non plus, c'est pas notre métier. On doit bien les faire développer et les maintenir. Mais c'est vrai que c'est permanent. Alors, pourquoi ce cheminement ? Parce que je suis très surpris qu'un entrepreneur aguerri s'attaque, parce que, donc, une application pour corriger l'orthographe, mais enfin, Word fait ça très bien. Très et bien. On écrit tous sous Word aujourd'hui. Ou Outlook, mais c'est la même Outlook, technologie, c'est Microsoft qui est derrière, ou Gmail, oui. Pourquoi faire ça ? Notre mission, c'est d'aider les 300 millions de francophones à ne plus faire de fautes d'orthographe, à écrire avec plus de style et plus rapidement. Quand on met un texte, que ce soit donc dans Word ou dans MerciApp, on se rend compte que MerciApp trouve 3,2 fois plus de fautes que Word. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont basés uniquement sur de l'intelligence artificielle, ce qui est bien, et ça marche, et on en fait aussi, mais pas que. Donc, on a de meilleures performances et on trouve plus de fautes. Donc, quand on écrit dans Outlook ou dans Word, les collaborateurs continuent de faire des fautes d'orthographe et perdent en crédibilité. C'est pour ça qu'ils installent MerciApp et qu'on est en forte croissance aujourd'hui. Attends, j'ai demandé à la parce qu'ils nous ont envoyé là une petite vidéo, donc... Paul a défini un programme qui a retenu l'intention du jury, l'intention évidemment pas l'attention. Exactement. Ça, Word par exemple, le corrigera pas. Non. C'est ça. Attention et intention. Ouais. Ah ouais, très très bon exemple. Les pléonasmes, les paronymes. Il défendra son projet original et aura peut-être, là c'est un petit tiret, bon c'est pas très grave ça. Oui, c'est gentil, mais Ouais, c'est gentil. Hein, l'opportunité de pouvoir pléonasme. accéder à la... L'opportunité de pouvoir, c'est un pléonasme. Ouais. Donc, en fait, et aura peut-être l'opportunité d'accéder. Exactement. Donc, nous, on propose ça. Je l'aurais Donc, fait, l'opportunité de pouvoir. Ça arrive à tout le monde. Ouais. Attends, j'adore. Qui aura lieu mercredi 17 novembre. C'est quoi le problème avec mercredi 17 novembre ? C'est mardi 17 novembre, c'est des fautes. Et ça, MerciApp va le corriger. Oui, bien sûr. Au sein SAIN, bon ça, ok, d'accord. Et Paul était d'ailleurs très content de nous avoir vus, là, accord grammatical basique aussi, mardi dernier. Basique pour certains. Oui, mais cette on faute... fait de plus en plus de fautes au quotidien. Les nouvelles générations cette en font de faute-là plus en aussi. plus. Non, mais ça, on va en parler, mais cette faute-là aussi, Word la corrige. Nous avoir vu l'accord de participe passé. Pas toujours. Auxiliaire à voir. Pas toutes. Toujours. Non, pas toutes. Et alors, pourquoi vous y arrivez quand eux, ils n'y arrivent pas ? Parce que j'ai la chance de m'être associé avec des professionnels de l'écrit qui font ça depuis les années 90. J'étais pas encore né qu'ils avaient monté leur boîte. Et donc depuis 30 ans, ces passionnés, donc, qui sont mes associés actuellement, ont passé avec une équipe de 10 ingénieurs et linguistes 30 ans à mettre en place des moteurs de correction d'orthographe, de grammaire, et c'est la grammaire dont il est question principalement en français, c'est le plus complexe, de typographie et de style. Donc, de style, c'est le fameux exemple qu'on vient d'avoir où j'ai acheté un petit coffret, on ne dit pas un petit coffret, c'est soit un coffret, soit un coffre, ou un petit coffre. Tous ces pléonasmes-là du quotidien, on permet de les éliminer et d'avoir une expression écrite qui est limpide. Et est-ce que vous devez vous amuser à ça ? À passer Balzac ou Flaubert dans MerciApp ? On l'a pas fait, non. Ah, il faut le faire, ça doit être sympathique. Mais on a des maisons d'édition qui sont clientes chez nous, Flammarion, Gallimard, etc., qui utilisent notre technologie. Ils ne sont pas clients de MerciApp directement, mais ils utilisent notre technologie. En marque blanche, alors ? En marque blanche, exactement. On a beaucoup de grands journaux quotidiens qui le sont également. Parce que nos moteurs sont vraiment extrêmement puissants. C'est pour ça qu'on arrive à faire aujourd'hui mieux que ce qui existe dans Outlook et que les entreprises décident massivement de s'équiper. Il y a aussi Reverso qui est sur votre il y a aussi Reverso. Domaine d'excellence avec le formidable Théo Offenberg mais qui est comme vous. C'est-à-dire, il y a une passion quand même, non, autour de... À la base, oui. On ne peut pas faire ce métier sans être passionné par la langue. Moi, je me suis pris de passion pour ça depuis maintenant 1 an et demi, que je suis dans le dur et que j'apprends au quotidien. C'est passionnant. Je ne sais pas ce qu'était un paronyme, je ne sais pas ce qu'était un homophone. Je ne sais pas ce que c'est. Un homophone, c'est son... Non, un paronyme. Le paronyme, je ne sais plus. En revanche, l'homophone, c'est un mot qui se prononce quasiment pareil. Par exemple, le bracelet qui a été enfui dans le sable. C'est ça. Au lieu de enfoui. Ou l'attention ou l'intention, tout à l'heure de ton exemple. Ce sont des mots qui sont très proches à l'oral, mais qui ont une différence avec...
Homophone. Homophone. Ou paronyme. Homophone. Et paronyme, je le trouverai pour la prochaine fois que vous Ça l'invitez. doit être des paronymes, ça doit être des significations. Bon, non, on va. On regardera. Demain, je vous dis ce que c'est. Alors, la prochaine fois, on va pas attendre la prochaine fois. Hein. Demain, je vous dis. Ça se dégrade, enfin. En fait, tu sais, cette fameuse phrase-là, je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs, la science des imbéciles. L'orthographe, c'est la science des imbéciles. Il y a un peu de vérité là-dedans, quand même. Il y a un peu de vérité, mais en fait, c'est discriminant, je trouve, de le formuler comme ça. On fait de plus en plus de fautes et les nouvelles générations en font de plus en plus. Et est-ce qu'on ne va pas apprendre à vivre avec, d'une certaine manière Ça dépend à quel point. En fait, il y a des petites fautes qui peuvent passer, mais en fait, quand le gap est trop élevé, trop grand, et qu'on comprend de moins en moins ce que la personne veut écrire, c'est très problématique. C'est pour ça que attention et intention, c'est sans doute un très bon exemple, parce que là, c'est le sens qui est transformé en profondeur. Exactement. Alors, d'abord, le modèle économique, qui paye merci. Alors, on a un modèle qui est 100% gratuit pour les collaborateurs qui en ont besoin à titre personnel. Et s'ils ont des besoins plus avancés, on leur permet d'avoir un modèle payant à 8 € par mois et par collaborateur, dans lequel il y a des fonctionnalités supplémentaires. Mais ça, c'est une offre pour les entreprises. Exactement. Mais je pense aux étudiants là, qui sont en révision, ils vont... qui écrivent leurs mémoires. Ils écrivent, là, ils sont en train de pondre leurs pages, que leurs parents lisent le soir en se grattant la tête parce qu'ils n'ont pas le droit d'oublier des fautes. C'est gratuit pour eux aussi. On a une offre pour eux, exactement, qui est une offre gratuite et qui est adaptée à leurs besoins. Et l'évolution derrière naturelle vers la traduction, par exemple, c'est quelque chose qui vous intéresse ? La traduction, pas directement. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de vous aider à comprendre le sens de la langue. Et un jour, on vous permettra de dialoguer avec votre téléphone portable. Et votre téléphone portable vous comprendra pour de vrai. Et là, c'est un projet technologique qu'on porte chez MerciApp, qui va au-delà de la correction d'orthographe et qui va beaucoup plus loin technologiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend ce que vous essayez d'écrire dans le sens où on vous relit et on vous corrige vos phrases. Demain, on comprendra le sens de ce que vous voulez écrire et donc on permettra un dialogue homme-machine. Et donc là, on rentre dans les dimensions sur lesquelles sont Amazon, Google, etc. Tous les GAFA essayent de craquer ce problème uniquement à partir d'IA. Sauf que leur IA, elle est forte d'un point de vue mécanique. Donc, ils arrivent à utiliser des supercalculateurs. Mais nous pensons que nous avons d'autres armes en plus de l'IA. On n'est pas du tout contre l'IA. Au contraire, c'est un outil formidable qui est un outil technologique. Mais en plus de ça, on a une patte linguistique qui nous permet d'avoir encore d'autres théories à exploiter sur ce challenge de la compréhension du sens de la langue. Donc à bientôt alors. À bientôt. Arthur Ollier est donc le fondateur de MerciApp sur Bismart.